Nous recevons donc Frédéric Brunkel pour son livre Homme des tempêtes, paru chez Grasset. Bonsoir à vous, Frédéric Brunkel. Bonsoir Marion et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la librairie Dialogue. Alors avant de parler de votre livre, je vais commencer par vous présenter une petite biographie. Vous avez démarré votre carrière comme journaliste et d'abord en radio, notamment à France Culture. Vous êtes ensuite passé à l'image et vous êtes devenu grand reporter pour l'agence CAPA. Vous avez le droit de m'arrêter si je me trompe, hein. Les films documentaires que vous avez réalisés à l'époque ont reçu de nombreux prix. On peut citer notamment Dans la peau d'un flic, qui a été finaliste du prix Albert Londres en 2003. Vous avez, Ouais. durant cette période, également écrit plusieurs ouvrages, dont Liberté, Égalité, Sacrée soirée, avec le dessinateur Cabu. Vous avez souvent donné la parole aux oubliés de la société. Et finalement, Homme des tempêtes, eh bien, on peut dire que ça s'inscrit un petit peu dans cette ligne. Alors, Homme des tempêtes, c'est d'abord un film documentaire que vous avez tourné il y a 3 ans à bord du chalutier usine, le Joseph Roty 2. Mais Homme des tempêtes, c'est aussi un livre paru donc chez Grasset en février dernier, dans lequel vous racontez cette expérience vécue en janvier 2018, cet embarquement pendant 2 mois sur le plus vieux et le plus grand des chalutiers usines français. Vous êtes parti de Saint-Malo, le port d'attache du Joseph Roty 2, pour une campagne de pêche dans l'Atlantique Nord, loin au large, quelque part loin des côtes islandaises. Alors, il se trouve qu'on aura l'occasion d'en reparler. Vous avez eu à affronter un ouragan avec des rafales à plus de 150 km/h, une mer démontée. Ce sont notamment ces conditions difficiles que vous avez couchées sur le papier. Mais au-delà de tout ça, c'est Homme des tempêtes, un hommage à ces 55 membres de l'équipage de ce bateau, ces marins de l'ombre qui sont en mer 9 mois par an, et je vous cite, dont l'univers pue, trop sale, trop gras, trop rouillé, pas assez glamour pour mériter l'attention. Alors ma première question est assez logique, Frédéric Brunkel. Qu'est-ce qui vous fascinait tant finalement pour avoir envie, vous, de porter votre attention sur cet univers un peu délaissé? Ce qui me fascine, c'est j'ai toujours adoré les récits de mer et, les travailleurs de la mer. C'est-à-dire que j'adore la navigation, j'adore la voile, voilà, moi, à mon niveau, c'est de la plaisance, hein, j'en vis pas, c'est juste pour le plaisir. Et j'ai énormément de respect quand je croise un navire ou quand je croise des marins, parce que contrairement à nous qui avons une approche complètement dans le plaisir, dans le loisir de la mer, de l'océan, il y a des gens qui vivent dessus, il y a des gens dont c'est le métier, qui connaissent cet espace je veux dire, qui est le plus grand espace mondial. C'est les 7/10 de la planète, c'est des océans, c'est soit de la mer, soit des océans. Et il y a une petite fraction des hommes qui savent ce que ça signifie, qui travaillent dessus. Et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ces marins, parce qu'ils connaissent cet espace, parce qu'ils le maîtrisent ou ils ne le maîtrisent pas. Ils jouent leur existence à plusieurs fois par an. Il y a un bateau qui coule par an dans le monde par jour. Et c'est porteur de tellement de choses, c'est porteur de nombreux rêves, c'est porteur de dépassement de soi, c'est porteur du poids de la vie aussi. Et j'ai trouvé toujours cet univers très riche qui a été sublimé par beaucoup d'auteurs que j'ai lus et dont j'ai adoré les récits. Et donc, quand j'ai eu l'occasion, enfin voilà, c'est quelque chose qui se construit au cours d'une carrière. Mais quand voilà, je suis arrivé à ce moment de me dire non, non, bah, vas-y, fais, faut y aller, faut aller voir. Et puis, faut se dire, allez, moi aussi, je peux peut-être écrire sur ce sujet-là, sur ces hommes-là. J'ai voulu, bien sûr, aller découvrir leur univers pour leur rendre hommage. Alors pourquoi ce bateau-là, le Joseph Roty 2, il est connu hein, dans le monde maritime, et pour cause, on peut dire que c'est un vétéran des chalutiers usines.
Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'étais en train de travailler à un film d'histoire qui raconte l'épopée contemporaine des Terre-Neuva. C'est-à-dire, je voulais raconter l'histoire des Terre-Neuva de 1900, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la disparition de l'activité dans les années 80. Et puis, donc, ça veut dire passer énormément de temps dans les archives, regarder des heures et des heures de films, d'images Super 8 tournées par les marins eux-mêmes, aller rencontrer beaucoup de marins. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait un des derniers navires construits, c'était trois, il y avait trois bateaux. Il y avait je ne me souviens plus exactement de leur nom, mais il y avait parmi eux le Joseph Roty. Il y avait trois sister ships, trois navires construits à l'identique. Il y en a un qui a fait naufrage, un qui a été vendu à la casse, et puis il restait le Joseph Roty. Donc, il était évident qu'il fallait aller le voir parce qu'il représentait l'histoire, hein, le bateau. Et je suis allé le voir un jour à Saint-Malo. J'ai discuté avec Patrick Soisson, l'armateur, qui m'a raconté comment la compagnie des pêches de Saint-Malo s'était montée. Euh, par Monsieur Le Borgne, qui était un capitaine de Fécamp et qui, dans les années 80, était venu s'installer à Saint-Malo. Et ce navire était là et je l'ai vu partir et j'ai vu les marins au bastingage et je me suis dit, mais c'est exactement les mêmes gars que dans mes images d'archives. C'est les mêmes, quoi. Et je me suis dit, il faut absolument que je monte à bord, quoi. Et donc, je suis retourné voir Patrick Soisson et je lui ai dit, vous prenez des gens à bord parfois? Et il n'a pas répondu, il m'a dit, il a été évasif, il dit, je ne sais pas, il faut voir. 6 mois après, je suis revenu et je lui ai posé la même question, il m'a dit, ça dépend du capitaine. D'accord. Et 3 mois après, je suis revenu et le bateau était là, le capitaine était là et donc voilà, j'ai pris la passerelle du bateau et enfin la coupée. Je suis monté par la coupée à bord. J'ai rencontré Alain. On a passé une après-midi ensemble. Il m'a fait visiter le bateau et à la fin, je lui ai dit, tu prends des passagers? Il fait, bon, d'accord, si c'est toi, OK. Et puis voilà, c'était joué. Il n'y avait plus qu'à trouver une date. Et moi, je voulais pas d'une navigation estivale. Je voulais d'une vraie navigation, voilà, parce que les marins ne regardent pas la météo comme nous, les plaisanciers. Voilà, c'est un peu leur importe la météo sur ces navires-là, en tout cas. Et donc, on est parti un 3 janvier 2018 et tout s'est enchaîné. Voilà, sur ce grand bateau donc de 90 mètres qui date des années 70, hein, donc un bateau qui est marqué par les années. Ouais, il a été construit en 1974, je crois, au chantier naval de Gdansk, en Pologne. Et, il est toujours là, il est toujours, la coque a l'air toujours solide. À l'intérieur, il a subi plusieurs refits, il a été modifié, notamment dans les zones de confort, dans les cabines et tout, il y a une quinzaine d'années, je crois, par Patrick Soisson, l'armateur. Et il est toujours là. Et quand on est dans les ports, quand on était rentré dans le port de Killybegs en Irlande du Nord avec le Joseph Roty, et qu'il y avait d'autres navires comparables, on voit bien que c'est un vieux bateau, quoi. Tout est à l'ancienne, la machine, les tableaux de commande de la passerelle, tout est encore analogique avec des vieux boutons marqués en polonais. Et puis j'aimais bien me dire que c'était Lech Walesa qui avait soudé quelques tôles du navire. Ça m'amusait et ça me faisait vivre la construction du navire. Alors, vous parliez tout à l'heure des Terre-Neuva, hein, au départ, ce bateau, il avait été conçu pour la pêche à la morue et puis vous l'avez dit, hein, cette ressource, elle s'est épuisée, donc il a fallu lui trouver une autre utilité et donc c'est la pêche au merlan bleu. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette pêche, comment elle se pratique? La morue, c'était une pêche, c'était des chaluts de fond, donc des chaluts qui raclent le fond pour trouver pour attraper les morues. Le merlan bleu, lui, il est entre deux eaux, donc c'est des chaluts qu'on appelle pélagiques, qui sont ouverts comme c'est des grands filets, quoi, qui sont ouverts par les deux panneaux et qui sont entre deux eaux, qui pêchent à peu près à 600 mètres de fond, 500-600 mètres de fond et qui attrape, le capitaine cible, c'est les bancs de merlan bleu, qui sont des poissons qui sont encore en abondance dans l'océan. Il n'y a pas de problème de ressources sur le merlan bleu. Et, euh, et
le chalut voilà, pêche entre deux eaux à 600 mètres ces petits poissons. Il faut savoir qu'un chalut pélagique comme celui du Joseph Roty, ça fait 1 kilomètre de long. Et sa gueule grande ouverte est pratiquement aussi grande qu'un terrain de football. C'est inimaginable d'un point de vue terrien, mais voilà, c'est la norme d'un point de vue de marin. Parce que quand on est au large, quand on est en mer, on n'a pas du tout la même appréciation à l'espace, à la grandeur, à la taille, quoi. Le navire qui, quand on est dans le port de Saint-Malo, paraît gigantesque, hein, il fait 90 mètres de long, c'est énorme, 90 mètres de long pour un navire de pêche. Mais quand on est au large, il est tout petit parce que la mer, c'est si étendu, quoi. Il faut pas essayer d'imaginer la mer comme on le ferait, nous, à terre, en regardant un champ et en pensant qu'il y a un faisan au milieu du champ et qu'on va l'attraper. Non, non, l'océan, ça se calcule en centaines de mètres d'épaisseur de fond, en tout cas pour les zones où le Joseph Roty pêche, et puis en étendue absolument sans limite, quoi. Donc, du coup, effectivement, le chalut est gigantesque, mais l'océan est encore plus grand, quoi. Alors, vous décrivez en arrivant vos conditions d'accueil, on peut dire, avec cette cabine inconfortable à fond de cale. Vous êtes à côté de l'usine du frigo, en fait, de ce bateau, une bannette qui fait 1,2 mètre carré. C'est très précis, mais c'est très petit. Et puis, sans parler ensuite, bien sûr, des conditions de navigation dantesques, hein, mais on y reviendra par moment. Il valait mieux pour vous ne pas trop aimer le confort. Vous étiez préparé en partant sur ce bateau. Vous étiez déjà mis dans cette optique-là. Ouais, je m'étais mis dans cette optique-là. Je savais pas du tout où j'allais dormir. Et quand je suis arrivé, c'est le second capitaine qui m'a emmené qui m'a fait descendre tous les niveaux du bateau pour arriver tout en bas dans un petit coin qui s'appelle le ghetto, qui est juste au-dessus de la cale frigo. Donc le sol est froid et ça condense tout le temps. Et donc c'est toujours plein d'humidité, c'est toujours mouillé par terre. C'est dos à l'usine, et à l'usine, il y a du bruit, hein, c'est une usine. Et j'étais l'endroit où il y avait mon oreiller, c'était la cloison où les gars balancent les bacs en aluminium, les plaques, les moules de surimi. Et donc toute la nuit, enfin tout le temps, toute la journée, ils balancent les plaques contre le mur. Et bing, à chaque fois, c'est des plaques qui font, je sais pas, une plaque, ça fait 20 kilos, donc enfin, c'est assez lourd. Donc ça résonne bien. Et c'est très bruyant, il y a à peu près 85 décibels en permanence dans le navire. Et le truc qui m'a le plus pesé, c'était la ventilation qui ne marche pas, ou les marins l'ont coupé, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de ventilation. Et comme on est en bas, tout l'air chaud, vicié, l'air des clopes, des cigarettes descend, et j'avais parfois un petit peu de besoin d'air pur, quoi. C'est un peu paradoxal, on est en pleine mer, mais le truc que je recherchais le plus, c'était l'air pur à bord. Voilà, justement, j'allais vous poser ensuite la question des odeurs, parce que c'est ce qui tout de suite monte aussi, hein, pour le lecteur quand on s'y croit. C'est pas forcément agréable, mais il y a en effet tout un mélange. Donc la cigarette, puisque effectivement les marins fument et fument beaucoup à bord, le poisson aussi, bien sûr, tout ça mélangé à ce dysfonctionnement de la ventilation, ça crée vraiment une ambiance olfactive. Ouais, quand le bateau est à quai, ça sent rien, hein, ça sent comme dans un appartement, où voilà, ça sent un petit peu des odeurs de gasoil et tout. Puis après, le navire part. Là, la vie commence à être rythmée par le tempo du moteur. Le moteur, il tourne à 400, 500 tours minute, donc ça fait pom, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps le même rythme. Le moteur accélère pas, hein, c'est les pannes de l'hélice qui changent et qui donnent la puissance. Et puis, donc ça commence à sentir un petit peu le gasoil, mais pas trop. Après, ça sent les odeurs de nourriture. Après, ça sent la clope tout de suite très très vite parce que les marins fument sans discontinuer. Comme on est loin au large, ils peuvent avoir des cigarettes détaxées. Donc la cigarette vaut rien, ça doit valoir 2,50 € le paquet. Donc tout le monde clope parce que tout le monde a l'impression de faire des économies en grillant des cigarettes parce que les cigarettes sont pas chères. Et, euh, et ensuite, on se met à pêcher. Et là, ça commence à sentir le poisson. Non pas que. Je veux dire, ils font hyper attention à l'hygiène, tout est
tout est nettoyé tout le temps, mais il n'empêche quand même que sous les pieds des marins dans l'usine et des machines qui éviscèrent le poisson, il y a toujours un jus de viscère qui passe en permanence dans l'eau. Et donc, il y a cette espèce d'odeur doucereuse de la tripe de poisson ou de la chair de poisson qui se met à envahir petit à petit le navire, et ça se mélange à l'odeur de clope, à l'odeur des hommes, à l'odeur de la nourriture, à l'odeur de l'huile chaude. Et c'est vrai qu'on est dans un univers où franchement, alors on ne pouvait pas toujours ouvrir les portes et aller à l'extérieur parce qu'il faisait trop mauvais, mais une bonne rasée d'air frais, c'était du luxe. Ouais. Alors, mieux vaut avoir l'estomac bien accroché, c'est votre cas apparemment. Vous essuyez plusieurs tempêtes, c'est l'hiver, on l'a dit, dont une qui va vraiment mettre en difficulté le bateau, même pour les plus aguerris. C'est vraiment un ouragan puissant, éprouvant. L'un des marins dit même que cette tempête restera dans son top 10. Donc, on peut dire que c'est du niveau assez élevé. Est-ce que vous avez senti à ce moment-là de la peur chez ces marins qui semblent assez invincibles par ailleurs? Non, 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 il n'y a pas de peur. Il y a, on est dans l'inconfort quand on est dans la tempête parce qu'on roule dans la cabine, parce que quand on veut aller se laver, se prendre une douche, on se cogne les coudes, on est balancé à droite et à gauche, parce que quand on essaye de manger dans le réfectoire, les sièges qui ne sont pas toujours attachés, on part en glissade et on se fracasse contre une paroi. Et d'ailleurs, il y a des marins qui se cassent la clavicule parfois. On se tient en permanence, ce qui fait qu'il n'y a jamais de répit, quoi. Même dans le lit, dans la bennette, quand on dort, on est balancé, et donc le corps se raidit tout le temps. Il n'y a jamais de répit. Mais il n'y a pas de. Je ne crois pas qu'il y ait. Non, non, je pense qu'il n'y a pas de peur, il y a beaucoup de fatalité. Et puis, c'est le métier qui veut ça, donc on encaisse, on est là pour encaisser, mais tout le monde sort très fatigué tout le monde sort fatigué de la tempête. Surtout qu'on est resté quand même 3 semaines à la cape, quoi. On est resté 3 semaines face aux vagues dans des vents qui étaient entre 50 et 80 nœuds. Ça, 80, ça fait 150 km/h à peu près. Donc, on était sous l'Islande, au large de l'Écosse et de l'Irlande, enfin du nord de l'Irlande, à 500-600 milles. Et il n'y a rien qui arrête les vagues à cet endroit-là. Les vagues arrivent surtout l'Atlantique Nord. Donc, ça fait des trains de vagues qui n'arrêtent pas, et des dépressions qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtaient pas, qui n'arrêtaient pas. Et, euh, et 3 semaines, c'est très long, 3 semaines de tempête. Et tous les matins, je montais à la passerelle, je regardais le baromètre, la météo, et je voyais que ça continuait. Et tous les jours, ça se répète, parce qu'on sait qu'une tempête, ça va s'arrêter. Je veux dire, il faut tenir, il faut garder le moral, il faut garder le physique qui va avec, et ça passe. Mais si tout va bien, s'il n'y a pas de problème technique, problème mécanique sur le bateau. Mais c'est vrai que 3 semaines de tempête, c'était assez éprouvant. Et il y a des moments où je me disais, mais encore aujourd'hui, encore c'est la tempête, quoi. Et c'est à la fois fascinant quand on regarde l'extérieur par les carreaux de la passerelle et qu'on voit cette mer déchaînée. Et on se rend compte qu'on n'est rien du tout. C'est-à-dire que la nature, on va appeler ça la nature, l'océan, la tempête, le vent, les grains qui passent, se fout absolument éperdument de ce que peut être un petit humain, quoi. On ne compte absolument pas. Et donc, ça renverse totalement les choses, quoi. D'habitude, on peut peser sur la nature, il y a un arbre qui nous embête, on sort une tronçonneuse et on le coupe. Et donc, on est dominant sur la nature quand on est à terre, malgré tout, quoi. Sauf quand il y a des grosses inondations, mais quand même, on est dominant. Et quand on est en mer, c'est l'inverse. Et donc, du coup, ça replace aussi dans sa petite condition d'être humain, et on se dit, tiens, on n'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et c'est une leçon. Alors d'autant que toutes ces réflexions, vous avez le temps de les mener parce qu'il y a un petit peu 2 temps, dans cette campagne de pêche et dans votre livre, le temps où on cherche le poisson et puis, le temps où on le trouve et où on pêche et là l'activité, devient plus intense. Mais dans la première période, il y a beaucoup d'attentes, d'ennuis aussi, les marins, ne savent pas forcément comment occuper leur journée par moment
Et puis, l'un d'eux dit aussi que les écrans ont un peu cassé, l'ambiance à bord. C'est parfois, cet ennui, on sent que vous aussi, vous l'avez ressenti. Le, Pendant les 3 semaines de tempête, les 3 semaines à la cape, sans poisson, les marins, il y a ceux de la passerelle, il y a le commandant, le second, le premier lieutenant et puis le radio qui sont à la tâche, hein, qui s'occupent de gouverner le bateau. Il y a les gens de la machine qu'on appelle les bouchons gras qui, eux, s'occupent à faire tourner le moteur. Donc, eux, ils sont occupés. Et puis, il y a le cuistot qui est occupé aussi. Mais après, sur les 55 marins, il doit en rester 30, une trentaine, qui, eux, attendent le poisson. Donc, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et tous les jours sans poisson sont des jours sans salaire. Donc, ça dure très, très longtemps. C'est très long. Et chaque jour qui passe sans poisson, c'est un jour perdu pour eux, parce que c'est là où ça devient difficile. C'est-à-dire que quand ils partent en mer et qu'ils pêchent, ils se disent bah, je suis là pour gagner ma vie et je gagne ma vie, donc je vais rentrer à terre avec de quoi faire vivre ma famille, avec de quoi payer mon loyer, mes traites, mettre de l'argent de côté, etc. Et je gagne ma vie, donc je sais pourquoi je suis là. Mais quand les tempêtes s'enchaînent et quand pendant 3 semaines on ne parvient pas à pêcher, il y a la petite idée qui s'insinue dans le cerveau et qui prend de plus en plus de place jusqu'à parfois rendre dingue de se dire mais qu'est-ce que je fais là quoi? Pourquoi je suis ici? Je perds ma vie, je perds mon temps, je pourrais être avec les miens à terre, je pourrais faire autre chose, je gagne rien, je gagne pas ma vie quoi. Donc du coup ça devient très obsédant. Et puis cet ennui, il le trompe, il le trompe en restant. Il n'y a pas d'endroit hein, pour vivre dans le bateau. Il y a des endroits pour travailler, il y a des endroits pour dormir, et puis c'est tout. Donc ce temps-là, il le passe pour la plupart, 80% du temps, allongé. Dans les cabines, il y a un petit bureau pour deux. Donc bah, on ne va pas, voilà, avec un siège. Mais sinon, il le passe allongé parce qu'il n'y a aucun autre endroit où aller. Donc, il commence à avoir mal au dos assez rapidement, parce que quand on reste toute la journée allongé dans un bateau qui bouge, on a mal au dos. Et il regarde des vidéos, il regarde des films, il se passe des disques durs. Il y avait les marins portugais il y en avait un qui lui avait trouvé comment passer son temps. Il montait des trémailles, des filets trémailles pour chez lui, pour filer après à ses cousins, à ses frères et tout, qui pêchaient à Torreira, un petit port de pêche de la côte portugaise. Donc lui, il s'occupait, j'aimais bien ce gars-là parce que lui, il ne s'ennuyait pas. Voilà, il montait ses filets trémailles, enfin, c'était invraisemblable, il montait des trémailles de 25 mètres dans un tout petit espace. Et les autres, bah, c'était vraiment l'ennui, quoi. Et on se croise au moment des repas. Donc au moment des repas, c'est un moment de convivialité, ça dure, c'est rapide, hein, c'est englouti le repas, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Donc tout le monde arrive en chaussons et en plus, ils vont pas, ils sont en chaussons et en jogging. Donc, ils sont comme s'ils étaient en pyjama dans le bateau, quoi. Ils arrivent en chaussons, en jogging, ils vont chercher leur assiette et puis s'assoient à leur place et puis ils mangent et puis après, ils rentrent. Et donc, la seule distraction, le seul truc qui rappelle un peu, qui donne un peu de douceur, un peu de, de plaisir, c'est la nourriture, quoi. Donc, du coup, on mange trop. Ils mangent beaucoup plus que. Je sais pas, je sais pas combien de calories on brûle en restant allongé toute la journée, mais ils mangent quatre fois ce qu'ils ont brûlé comme calories. Donc, ils ont tous un petit peu d'embonpoint et ils traînent leur peine pendant les 3 semaines. Et c'est très long. C'était très long. Alors c'est, d'autant plus important ce repas, dans votre livre que le cuistot, qui, fait ces fameuses crêpes par force 12, Jean-Pierre, c'est vraiment un des personnages principaux, peut-être un aussi avec, qui vous avez vraiment noué des liens. On sent, hein, que petit à petit, voilà, vous arrivez en observateur, un peu en retrait, vous n'êtes pas forcément, intégré à l'équipage, vous n'avez pas de rôle particulier, donc vous tâtonnez un peu, et puis petit à petit, les portes s'ouvrent, les portes des cabines, puisque vous le disiez, il n'y a pas de lieu de convivialité, donc on se retrouve dans les cabines pour boire une bouteille clandestine et vous vous faites accepter comme ça petit à petit et on sent que pour vous, c'est une vraie victoire. Expliquez-nous. Oui, ouais, c'est une vraie. Oui, oui, parce que quand je suis arrivé à bord avec ma caméra, j'avais rencontré Alain, le capitaine, et puis c'est tout.
je n'avais pas demandé aux 55 marins, est-ce que tu veux bien que je monte à bord? Si j'avais demandé, c'était non, de toute façon, c'était clair. Ils n'avaient pas du tout envie qu'un gars se pointe avec sa caméra à bord et les films dans leur travail, à la fois dans leur travail et à la fois dans leur moment de repos. Et, euh, et donc, il fallait se faire accepter. Et puis, quand on arrive comme ça avec sa caméra, on est toujours un Mickey, quoi. C'est comme ça qu'ils appellent les plaisanciers, les Mickey qui font de la course au large ou les Mickey qui font du bateau. Et moi, j'avais envie de fraterniser avec eux. C'était un peu naïf, hein, peut-être, mais c'était une profonde envie et j'avais envie de partager avec eux parce que j'avais envie de leur dire, hey, les gars, je suis là pour raconter votre histoire, je suis là pour qu'on pense à vous, parce que les marins sont au large et les marins ils ne sont jamais représentés par personne. C'est toujours des autres qui écrivent leurs histoires. J'ai écrit leur histoire, je ne suis pas marin. C'est rare sont les marins qui ont écrit leur propre histoire, et c'est toujours des écrivains qui écrivent l'histoire des marins, mais rarement les marins qui écrivent leur propre histoire, à part Jean Rocher, un capitaine de Terre-Neuve à Fécamp. Mais donc, j'avais envie de fraterniser avec eux et pour fraterniser avec eux, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que c'est un équipage, ils ont tous une place dans le navire. Chacun a un rôle. Et moi, mon rôle, il est pas défini. Qu'est-ce que je viens foutre là, quoi? Qu'est-ce que je viens faire là? Je suis pas d'un membre d'équipage, je ne suis pas dans l'équipage. Donc, petit à petit, de soi-même, ça s'est fait. J'ai essayé d'avoir un petit rôle à bord. Alors, mon petit rôle à bord, je faisais des photos, je leur passais les photos, j'étais souvent à la passerelle parce que c'est le seul endroit où on voit dehors et on voit la mer et c'est quand même agréable. Et puis parce que j'adorais discuter avec Alain, le capitaine, et je mets bien l'ambiance là-haut. Et donc, du coup, je me suis mis à faire un peu, à m'intéresser à eux, à les faire parler sur qui ils étaient, à faire un peu, à, à faire communiquer la machine avec la, enfin voilà, à trouver ma place, quoi. Et j'étais, et ça et petit à petit, parce qu'on a traversé des épreuves ensemble, comme l'ouragan Fion là, avec des vents de force 12. Après, ensuite, on est tombé en panne. Donc, on a traversé des moments ensemble, et puis simplement humainement le fait d'être avec eux, le contact s'est lié et à un moment de partir, à la fin, il y en a deux ou trois ou quatre, enfin ceux à qui j'étais dont j'étais plus proche, on était devenus amis, qui m'ont dit bon bah tu fais partie de l'équipage maintenant, tu es comme nous maintenant. Et j'étais hyper fier. Alors, vous parliez bien sûr du capitaine Alain. Lui, il a une place particulière sur le bateau, mais aussi dans votre livre. C'est vraiment l'homme qui a toute la responsabilité de cet équipage sur les épaules et vous le décrivez très bien. Il soigne aussi, il sauve des vies même à certains moments. Il joue aux ostéopathes. Voilà, il est sur tous les fronts et avec sa paire de charentaises au pied, ça vous l'expliquez aussi. On sent en tout cas que dans votre regard, il y a une admiration particulière pour cet homme. Le capitaine à bord d'un navire pareil, il a une responsabilité qui est énorme. Il a la responsabilité des 55 hommes d'équipage. C'est lui voilà, qui s'occupe de la navigation, donc qui garantit leur sécurité. C'est lui aussi, c'est lui le pêcheur du bord. C'est lui qui va trouver le poisson. C'est lui qui doit aller chercher le banc de merlan. Il faut imaginer on a un océan devant soi et qu'on sait par empirisme que chaque année, le banc de merlan doit être dans cette zone. Et donc, on va dans la zone parce qu'on sait qu'on est début avril et que début avril, c'est plutôt dans ce coin-là, vers les Féroé ou plutôt vers le nord de l'Écosse. Mais c'est vraiment son instinct qui compte, c'est son instinct de chasseur qui fait qu'il va pouvoir trouver le poisson et que les marins vont pouvoir vont pouvoir gagner de l'argent et donc rentrer, nourrir leur famille. Donc ça, c'est une responsabilité. La responsabilité de faire marcher tout l'équipage ensemble. La... et donc, il est sous tension en permanence, Alain. Il est vraiment, enfin Alain en ce moment là, il est à terre, il est chez lui, et c'est un autre capitaine qui s'appelle Fred qui l'a remplacé. Ils font un coup sur deux, et, il est vraiment, enfin c'est un rôle d'une grande importance quoi.
Et en l'observant, en essayant de comprendre ses états d'âme, en essayant de comprendre la pression qui est sur lui, c'est-à-dire il ne dort pas, hein, il dormait pratiquement pas. Là. Il marchait au café, il buvait du café toute la journée, il ne mangeait pas. Jean-Pierre, le capitaine, le cuistot, monte tous les jours à la passerelle pour présenter le menu du bord. Et Alain dit non, non, je ne veux pas de ça. Apporte-moi une boîte de pâté Enaf et puis un morceau de pain, ça ira, quoi. Les jours où il mangeait, il ne mange pas, donc il maigrit pendant les 7 semaines, les 8 semaines de mer. Et c'est vrai que voilà, c'est un personnage haut en couleur qui prend sur lui tout le temps pour essayer de dompter son angoisse et les responsabilités qui parfois le terrassent, quoi. Donc, ouais, moi, j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer cet homme-là. Ouais. Au début de votre livre, vous dites: «Dans mon panthéon intérieur, ces hommes occupent une place à part». Alors, pas que le capitaine, hein, tous ces marins. C'était déjà le cas avant d'embarquer et est-ce que ça a même été renforcé par cette expérience vécue? Ouais, j'avais au cours de quelques tournages, j'étais monté sur des pétroliers, sur des navires de guerre, j'avais même traversé la mer de Java sur un bateau, un Bugis, un ancien cargo, enfin un cargo à voile indonésien qui a transporté du bois de contrebande entre Java et Jakarta. Et donc les marins, j'ai toujours essayé dans ma carrière de réalisateur et puis de grand reporter voilà, de les rencontrer. Et, euh, c'est des gens ouais, que j'apprécie. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, il y a plusieurs pistes. Pourquoi? C'est parce que il y a quelque chose d'un drame intérieur qui est un peu le drame de chacun d'entre nous, qui est, enfin, selon moi, hein, qui est c'est des gens qui vont. On a tous besoin d'un ailleurs, on a tous un ailleurs en tête, hein, quelque part, on se raccroche en disant quand ça va pas très bien, on se dit ah mais si ça continue, je vais partir là-bas, je vais faire ça, etc. Enfin moi en tout cas, on imagine tout le temps un ailleurs, quoi. Moi mon ailleurs c'est le large. Et ces marins-là, leur ailleurs aussi, c'était le large. Et puis, ils en ont fait un métier. Et donc, ils le connaissent. Et ils connaissent ils sont à la fois, ils jouent avec le mythe, c'est-à-dire que ils sont marins et quand ils rentrent à terre, ils sont fiers de ça. Ils roulent des mécaniques un peu quand ils ont bien pêché, etc. On est des marins, nous, on n'est pas des ouvriers à l'usine, on est des marins, voilà, on a toute une mythologie avec nous, tout un passé, d'aventure avec nous. Et à la fois, ils savent, eux, parce qu'ils sont en mer, ils savent que c'est aussi un leurre. Ils savent qu'on ne peut pas vivre dans cet ailleurs, on ne peut pas vivre dans ce large, il faut toujours rentrer à terre. Donc, il y a ce truc d'une finitude. Ils savent que la vie, c'est un peu confus ce que je raconte, mais ils savent que, enfin, j'ai l'impression qu'ils ont une espèce de petite vérité qu'on nous, on n'a pas parce qu'ils vont en mer, ils savent qu'il faudra toujours rentrer de cet ailleurs fantasmé, et à la fois, ils jouent le jeu de nous faire croire que c'est génial d'être en mer, c'est génial d'avoir cet ailleurs, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi bien sûr la question de la solitude, de l'éloignement, hein, ça va avec tout ce que vous décrivez, cette vie à bord, avec parfois la difficulté pour certains quand ils rentrent chez eux, de se réadapter, de retrouver leur marque. Pour d'autres, bien sûr, il y a cette plainte de la vie coupée du monde et pourtant tous repartent à chaque campagne. Et ça, c'est un peu mystérieux et on ne sait pas si ce mystère-là, il est compréhensible. Est-ce que vous avez touché un peu du doigt les réponses à cette question-là? Ouais, je vais vous répondre. Je vais juste raconter quand le film avait été projeté à Étonnant Voyageur, et les marins étaient venus rencontrer le public, et il y en avait un qui avait dit non mais la vie à terre c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'il avait inversé son existence, quoi. Il trouvait que la vie à terre, c'était bien, mais ça durait 15 jours, ça suffisait, qu'après, il était content de repartir. Et moi, j'ai écrit le bouquin parce que après le film, parce que j'avais énormément de choses à exprimer et que je pensais qu'on pouvait aller
plus loin dans le récit réel de ce que sont les marins, dans leur vie, dans leurs relations entre eux, dans ce que c'est que ce mythe du grand marin. Et pourquoi ils repartent? Ils repartent pour plusieurs choses. Une des choses qui, de toute façon, très pragmatique, hein, ce que me disaient aussi les anciens Terre-Neuve, c'est qu'il faut gagner sa croûte, c'est pour l'argent, hein, parce que quand on pêche bien, là, le dernier voyage, ils sont revenus avec 850 tonnes, je crois, donc c'est énormément de poissons, c'est beaucoup d'argent. Donc le marin qui a pas de diplôme et qui est en mer, il va gagner sur 6 semaines à peu près 6 000 euros, 5 000 à 6 000 euros. C'est beaucoup d'argent. S'ils ne faisaient pas ce métier-là, c'est des gens qui n'ont pas de diplôme, ils seraient travailleurs ouvriers à l'usine et ils gagneraient un SMIC. Donc, il y a cette motivation-là qui est énorme. Il y a le fait de se dire que ce n'est pas garanti non plus et qu'il y a la part de l'aventure. Donc, soit on va gagner bien, comme là c'est 5 000 euros par mois, soit on va revenir avec un salaire minimum pas très élevé. Donc, il y a ce côté aventurier. Il y a le fait aussi d'être fier, de pouvoir rentrer, de pouvoir dire aux gens, moi je suis marin, et t'étais où là-bas? J'étais au large, j'étais pris dans la tempête. Donc ça compte énormément. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que c'est à la fois un monde de liberté d'être au large et à la fois un monde d'enfermement. Mais en tout cas, c'est un monde qui est plus simple. On n'a pas les soucis de la vie quotidienne à gérer. Alors, c'est pas agréable, on reste enfermé, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on a une espèce de vie qui est réduite, où on n'a pas les tentations de la vie à terre en se disant, tiens, ah, dis donc, elle est belle cette voiture, dommage, je ne peux pas me la payer, ah, dis donc, etc. Il y a moins de tentations, il y a moins d'enquiquinement administratif, et c'est des périodes comme ça, hors du temps, hors de la vie, et qui sont à la fois dures physiquement à vivre, et à la fois mentalement peut-être des fois plus simples à vivre. Mhm. Ça, Alors, il y a voilà, on s'échappe. une personne dans le chat qui dit: les marins de la grande pêche connaissent l'infinitude de la mer et la finitude de la terre. Ouais, c'est très juste, ouais. C'est très juste et c'est hyper paradoxal parce que c'est vraiment une représentation mentale parce que quand on est dans son navire et les marins de la grande pêche, les Terre-Neuve et tout, c'était plutôt des bateaux qui étaient un peu plus petits, ils n'avaient pas de cabine à deux, ils étaient dans des dortoirs, hein. Donc c'était une vie, enfin c'était des dortoirs, ça dépend des époques, mais c'était une vie enfin, plein de contraintes et à la fois dans l'infinitude de la mer, quoi. Et donc il y a un renversement là, voilà, on vit la liberté au prix de certaines contraintes. De toute façon, la liberté, elle n'existe que parce qu'on en paye le prix. Et ça, les marins le savent, quoi. Je voudrais, Frédéric Brunkel, qu'on aborde votre travail d'écriture. Vous avez commencé à en parler. Lorsque vous avez embarqué en janvier 2018, donc vous aviez votre caméra pour faire un film documentaire. Est-ce que l'idée du livre était déjà là ou est-ce qu'elle est venue après? Quand j'étais en mer, je prenais des notes tous les jours voilà, des choses plus intimes que je ressentais, qui n'avaient pas, à apparaître dans le film. Et l'idée du livre, elle était pas là, non. L'idée du livre, elle est venue après, parce que je savais que j'avais encore plein de choses à dire sur cette navigation, sur ces rencontres avec les marins. J'avais énormément de trucs à raconter. Et puis, on dit souvent que une image vaut 1000 mots. Et c'est un raccourci qui est pratique dans mon métier de réalisateur. Mais quelques phrases bien écrites font naître des images qui ne s'effacent jamais. Et j'avais envie de ça aussi, quoi. J'avais envie de coucher ce récit sur le papier. Et pendant qu'on écrit, on réfléchit énormément aussi. Et il y a plein d'autres choses qui me sont apparues. Et donc, c'était un peu comme une nécessité d'écrire ce livre. Voilà, c'est venu après. C'est venu après parce que j'avais encore énormément de choses à dire. Alors nous, lecteurs, quand on n'a pas vu le film, on se fait soi-même, bien sûr, ses propres images, mais vous les aviez déjà en tête, ces images. Alors comment vous avez fait ensuite pour les coucher sur le papier avec aussi cette part d'implication personnelle qui est forte dans le livre? Est-ce que ça a été simple de passer de ce film à ce livre?
Déjà, il s'est passé, j'ai laissé passer un an et demi avant de me mettre à écrire. Et, euh, et quand j'étais devant mon ordinateur à écrire, je convoquais vraiment euh, l'intime, c'est-à-dire ce qui était resté en moi, ce qui vivait en moi, et toutes les images que j'allais chercher au fond de ma mémoire, c'était des choses qui étaient ressenties. D'ailleurs, je ne savais pas si c'était vraiment dans ma mémoire ou si c'était dans mes tripes, quoi, les images qui montaient pour les coucher. Et j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce livre, probablement parce que je renaviguais en écrivant et que c'était comme si d'écrire ce livre, me permettait de pleinement me rassasier de toutes les impressions, de toutes les rencontres, de tout ce que j'avais vécu pendant les 2 mois. Et je l'ai écrit vraiment voilà, c'est jamais facile d'écrire, c'est du travail, c'est parfois de la douleur, mais en tout cas, c'était je sors, quand le soir, je fermais mon ordinateur, j'étais plutôt, voilà, j'étais heureux d'avoir vécu ça, d'avoir revécu ça. Et j'ai pu vraiment mettre dans le livre, c'est un travail de grande liberté, le livre, quoi. On est vraiment tout seul avec son histoire. Et cette liberté-là, je la trouvais, voilà, je voulais la mettre, elle était à la mesure de ces 2 mois au large, quoi. Alors pour autant, vous n'avez pas pris de liberté avec la réalité vécue à bord, hein. Ce que vous racontez, c'est ce qui s'est passé. Il y a bien sûr cette part de sentiments que vous livrez, vous vous ouvrez vraiment, mais en tout cas, cette vie à bord telle que vous la racontez, c'est bien, celle que vous avez vécue. Oui, oui, c'est celle que j'ai ressentie, c'est celle que j'ai vécue, c'est celle qui m'a marqué. Alors après, c'est un livre, c'est écrit avec sa subjectivité, c'est son regard. Donc, donc c'est mon regard sur ces 2 mois de navigation. Et puis, j'étais très désireux et même un peu angoissé à attendre les retours des marins. Je me demandais, oh là là, est-ce qu'ils vont trouver ça juste ou est-ce qu'ils vont dire, mais n'importe quoi, il a rêvé sa navigation. Et les marins avec qui j'ai pu discuter, ils m'ont dit que voilà, qu'en le lisant, ils avaient l'impression d'être à bord, quoi. Donc, je me suis dit, bah voilà, tu t'es pas gouré, quoi. Et ça, j'étais content de ça, ouais. Oui, voilà, justement, hein, c'était, forcément pour vous une attente de savoir ce qu'ils allaient en penser. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à bord, il y a, principalement 3 nationalités, des Polonais, des Portugais et puis, des Français, des Bretons, pour la plupart. Donc, forcément, ils n'ont pas tous pu lire votre livre puisque certains ne parlent pas français. Non, non, non. Effectivement, il y a un, un tiers de Polonais, un tiers de Portugais et les Français. Mais je sais que le livre était dans toutes les cabines au dernier départ et qu'ils se sont, entre eux, ils se sont traduits les pages qui les concernaient et que tout le monde a pu un peu savoir, enfin, les Français l'ont tous lu et que les autres, les marins se sont traduits entre eux et ont pu expliquer ce qu'il y avait dedans. Ce qu'il y avait dans le livre. Donc, je sais que voilà, les marins ont mis au moins un bouquin dans leur bibliothèque. Alors certains prénoms ont été modifiés, pas tous. Donc pour certains, il faut essayer de retrouver qui est qui. Ouais, ouais, ouais. Les personnages principaux, j'ai gardé les prénoms euh, parce qu'Alain, c'est le capitaine. Jean-Pierre, c'est le cuisinier. Jean-Yves, voilà, les personnages principaux, j'ai gardé leurs prénoms et c'était une grande responsabilité parce que je voulais pas les trahir et je voulais qu'ils soient contents des portraits que je faisais d'eux et puis des moments partagés ensemble que je racontais dans le livre. Et donc, j'ai pas changé. Et pour certains, j'ai changé les prénoms parce qu'il y en a, je sais qu'ils n'avaient pas envie de voir leur intimité exposée, associée à leur nom parce que d'autres aussi picolent un peu dans le livre et que vis-à-vis de l'armateur, l'armateur n'a pas besoin de savoir qui boit un petit peu trop à bord. Donc voilà, il fallait un peu dissimuler les pistes parfois.
Alors bien sûr, je rappelle, à nos lecteurs qui nous écoutent que vous pouvez, tout à fait poser vos questions, soit en prenant la parole, directement, en nous demandant, d'ouvrir vos micros ou dans le chat, hein. D'ailleurs, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais, quelqu'un nous a donné les noms des 2 autres sister ships. Donc c'est le capitaine, Plévin 2 et le Victor Plévin ou Pléven. Pléven, pardon. Il y en a un qui s'est abîmé sur des hauts fonds et l'autre qui est parti à la casse. Et puis quelqu'un d'autre qui disait: «Le sang-froid du capitaine et un peu d'humour pince sans rire aussi». En effet. Ah oui, c'est vrai que le capitaine, il est bigoudin et il a un parler à lui qui est vraiment particulier, quoi. Euh, il a un langage fleuri et, euh, et donc il a toujours des expressions assez marrantes, assez argotiques, assez truculentes. Voilà, ça faisait partie du plaisir aussi. Ouais. Je peux vous en donner une comme ça. On ne dit pas aller aux toilettes, on dit aller mouiller les crabes. Alors en attendant que les, lecteurs nous posent des questions, moi j'en avais une, plus personnelle parce que c'est vrai que vous vous livrez beaucoup et puis plusieurs fois vous dites que vous craigniez d'être, happés par cet appel du large, comme si c'était presque irrésistible, et pourtant quand on lit ce que vous avez vécu, ça donne pas, toujours très envie. Comment vous expliquez ça? Euh, je pense que c'était tellement fort, à la fois la rencontre avec les éléments, même si voilà, être au large et tout, c'est quelque chose que je connais un peu. Mais là, cet enchaînement de tempêtes, cet enchaînement a été vraiment particulière. Et ce grand large avec ces vagues si nombreuses et si hautes, c'était... Donc il y avait cette confrontation avec l'élément, il y avait le fait de faire partie d'un groupe hein, au bout d'un moment. Et, euh, et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, tiens, mais je vais taper par le large, je vais taper par cet appel, quoi. Et je ne vais pas réussir à y résister, je ne vais pas réussir à revenir. Et, euh, et j'ai mis du temps à rentrer. Une fois que j'ai rentré à la maison, je pouvais interroger les miens. J'étais assez insupportable, je crois, et j'avais vraiment envie de repartir, quoi. Et 3, 4 mois, enfin, je ne sais plus combien, c'est un moment de 6 mois après, peut-être, je suis remonté à bord du bateau et, euh, et j'avais l'impression d'être dans un endroit que je connaissais très bien, quoi. D'être dans le corps de la baleine, quoi. Et j'avais envie d'y retourner, quoi. Ouais. Et ça, je pense qu'il faudrait que je ne peux pas exactement encore expliquer pourquoi complètement, mais en tout cas, j'ai été fasciné, ouais, ça c'est sûr. Vous diriez que ça a changé, votre, vie ou en tout cas que c'est un peu une expérience, constitutive? Ouais, ça a probablement changé quelque chose sur, c'est le rapport à l'élément qui a dû changer quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte vraiment qu'on est, qu'on est rien, quoi, qu'on n'est vraiment pas grand-chose. Et, et le comprendre. Après, j'ai travaillé sur les Alpes, sur la montagne, sur l'alpinisme aussi. Enfin, c'est un rapport aussi, un autre. J'ai cherché encore à travailler sur un autre rapport à la nature, quoi, la nature avec un grand N, avec l'élément, quoi, les éléments, quoi. Et, euh, et ça, je crois que ça a changé mon rapport ouais, avec la nature, quoi. Je pense que ça l'a vraiment modifié en me disant que on était vraiment qu'une petite chose, que ces navigations nous remettent à sa place et à la fois ça fait comprendre, ça donne de l'humilité et ça donne aussi de l'assurance parce que, parce que ça replace un petit peu de façon assez juste à ce qu'on est. On n'est pas grand-chose sur cette terre, quoi. Alors essayons d'y être bien et de pas se tromper, quoi. Alors sur cette question justement plus large de la nature et de l'environnement aussi, c'est un petit peu abordé dans votre livre. Il y a une question, d'Ivan: «Que pensent les marins de participer à la surpêche alors que leur vie en dépend financièrement au moins? Envisagent-ils une autre manière de pêcher?»
Non, non, ils n'envisagent aucune autre manière de pêcher, non, ça c'est certain. Euh, le, le- ça ne c'est un questionnement qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce questionnement-là parce que euh, celui qui peut l'avoir, c'est le capitaine, c'est le chasseur du bord. Et ils ont des quotas quand ils partent. Ils partent parce qu'on leur accorde de pêcher tant de tonnes de tels poissons dans l'année. Et donc, quand ils partent, ils savent que des scientifiques leur ont donné le droit de pêcher tant de tonnes de merlan bleu. Et donc, ils y vont et ils ont évacué cette question parce que, voilà, parce qu'il y a la politique des quotas, il y a l'Europe bleue et que tout ça est, en tout cas, en Europe, réglementé. Et sinon, ils savent aussi que même les organisations écologistes disent qu'il n'y a pas de souci sur le merlan bleu. Donc voilà, pour le merlan bleu, la question n'est jamais abordée, à bord en tout cas. Peut-être un mot pour terminer, sauf s'il y a d'autres questions. Vous citez plusieurs fois Anita Conti, bien sûr, dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport que vous avez avec son œuvre, avec ses Ouais. récits, ses photos? Il y a deux choses, ouais, il y a ses photos, il y a ses livres, et puis il y a le fait que cette femme se soit embarquée pour des longues campagnes de pêche juste après-guerre. C'était, je pense, pas banal qu'une femme embarque à bord de navires de pêche pendant 4, 5 mois de campagne. Donc, voilà, un grand respect pour ce qu'elle a fait. Et puis, moi, j'aime beaucoup ses livres, même si elle parle peu des hommes. Elle parle, enfin, si elle en parle, mais elle parle beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup aimé ses descriptions et puis sa façon de parler du métier. Elle parle pas vraiment de ses états d'âme, elle est plus, elle est peut-être plus scientifique, mais en tout cas, ouais, j'invite tout le monde à lire les livres d'Anita Conti. Je trouve ça, enfin, je trouve que c'est, ouais, enfin, j'aime beaucoup ces livres parce que c'est assez précis, c'est romanesque sans chercher à l'être, ça le devient. Et puis, c'est vrai quand elle raconte dans Racleur d'océan la vie à bord du Bois Rosé, ce chalutier Terre-Neuve de Fécamp, on imagine bien la vie qui pouvait se passer à bord en 1950. Ouais. Voilà, lisez Anita Conti, mais lisez d'abord Homme des tempêtes de Frédéric Brunkel, bien sûr. Si plus personne n'a de questions, eh bien, je vous propose que nous nous disions au revoir pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Frédéric Brunkel, hein, d'avoir été notre invité ce soir. Homme des tempêtes, donc paru aux éditions Grasset. Bon, merci beaucoup à la Librairie Dialogue d'avoir maintenu cette rencontre en temps de pandémie. C'est quelque chose de précieux. Et puis merci à tous d'être venus écouter voilà, ce récit de mer. Et puis je vous invite tous à, voilà, quand vous voyez, quand vous croisez du regard un chalutier, un bateau de pêche ou quand vous achetez votre poisson, à penser à tous ces hommes qui sont derrière.